Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ces analyses et théories consacrées à Westworld saison 2 épisode 8 qui s'impose à mes yeux comme l'un des épisodes les plus émouvants de l'histoire de la télévision. Et oui, c'est comme ça, parfois les superlatifs s'imposent et cet épisode en mérite beaucoup. Outre le génie de Lisa Joy et Jonathan Nolan, face à tant de talent, il est indispensable de saluer les scénaristes que sont Carrie Wray et Dan Dietz, ainsi que la réalisatrice de l'épisode, Uta Briesewitz. Encore une fois, la performance des acteurs était hors norme, et cette fois, il faut évidemment mettre en avant celle de Zach McClarnon dans le rôle d'Akecheta. Je vous parlais déjà de cet acteur dans l'analyse du trailer de la saison, et sachez que vous pouvez notamment le retrouver dans l'incroyable saison 2 de la série Fargo. Un épisode totalement majeur donc, qui accomplit le tour de force de nous emporter totalement en se centrant pourtant sur un personnage qu'on n'avait fait qu'entreapercevoir jusqu'à présent. En résumé, on pourrait dire que l'éveil d'Akecheta passe par l'amour, par la perte et aussi par la découverte d'un nouvel objectif de vie. L'évolution de cet hôte a de toute évidence été rendue possible par la programmation d'Arnold. Lorsqu'Akecheta fait la découverte du labyrinthe, cela déclenche en lui un profond questionnement qu'on pourrait sans doute traduire en termes techniques comme le début d'une auto-reprogrammation. Cet épisode a pour titre Kiksuya, qui signifie en langue lakota se souvenir, et Westworld a déjà pu nous démontrer combien les souvenirs et les émotions qui y sont associées sont essentielles pour la définition de ce qu'est un individu, de sa personnalité. Et ce n'est pas un hasard si Akecheta avait murmuré à l'oreille de Stubbs, il y a quelques épisodes, qu'on vit aussi longtemps que la dernière personne à se souvenir de nous. Évidemment, après cet épisode 8, cette phrase prend toute son ampleur émotionnelle avec l'histoire aussi magnifique que tragique qui unit Akecheta à Kohana, l'amour de sa vie. Lorsqu'Akecheta décide d'aller la chercher au-delà de la mort, on peut y trouver une référence à des mythes universels qu'on retrouve dans l'histoire d'Orphée et Eurydice, ou encore dans celle de l'esprit de la promise chez le peuple algonquin. Dans cette légende, un guerrier part en quête de l'âme de sa promise, morte la veille de leur mariage. Un sage lui explique qu'il doit laisser son corps derrière lui afin de la rejoindre, mais il prend alors conscience qu'il doit d'abord être prêt avant de pouvoir le faire. Cette expérience le rassure, car il sait qu'il la retrouvera un jour quand le moment sera venu. Dans le cas du voyage d'Akecheta dans les profondeurs de la Mesa de Delos, la tragédie est encore plus dure puisqu'il retrouve le corps sans âme de sa bien-aimée. C'est alors qu'il prend conscience de la terrible douleur que vivent bien d'autres que lui et se lance dans une quête pour apporter la liberté à son peuple. On peut y voir un message bien sûr sur la déshumanisation qui s'applique aux populations qui ont été victimes de la colonisation, mais aussi, bien au-delà, à de trop nombreux humains au gré des pires horreurs de l'histoire. Cette déambulation d'Akecheta m'a bien sûr rappelé celle de Maeve en première saison, alors qu'elle marche en découvrant les coulisses de son monde factice. Et dans ces deux cas, je dois bien dire que mon ressenti, c'est qu'il s'agit des plus belles scènes de la série, avec une puissance émotionnelle que j'ai vraiment très rarement retrouvée par ailleurs, quelle que soit l'œuvre. Il me semble important de souligner que l'éveil d'Akecheta passe donc par la souffrance, mais aussi par l'amour et par la volonté d'aider ceux qui souffrent. C'est l'histoire intime du personnage qui l'a amené à ce cheminement intérieur, et du coup, en comparaison, on peut comprendre que les boucles de souffrance et d'abus répétés vécus par Dolores l'ont mené vers un chemin bien plus sombre et mortifère. Et pour venir souligner, amplifier l'incroyable force aussi bien des images que du jeu des acteurs, eh bien, encore une fois, comme Westworld sait si bien le faire, grâce à Ramin Djawadi, on a une superbe reprise, et cette fois, il s'agit de Heart-Shaped Box de Nirvana. Dans un autre registre, il me paraît important de souligner la puissance symbolique du fait que la majorité de cet épisode soit en langue lakota, qui est quand même un peu banal, et c'est justement évidemment l'épisode qui nous permet de mieux découvrir la réalité qui se cache derrière cette nation fantôme, et franchement, chapeau et respect. Outre la mise en valeur de la culture au travers de la langue, l'utilisation de l'anglais et du lakota nous permet de savoir quand Akecheta s'adresse à Maeve et quand il parle plus directement à sa fille. Je vous invite à revoir l'épisode, vous constaterez que les passages en anglais sont destinés à calmer les frayeurs de la petite fille et aussi à évoquer ce merveilleux souvenir lorsqu'elle a porté de l'eau à Akecheta alors qu'il s'accrochait désespérément à la vie et avec elle à ses souvenirs de Kohana. Quand Akecheta parle en lakota, il s'adresse alors plus directement à Maeve puisqu'on découvre en fin d'épisode au travers de l'intervention de Charlotte Hale que Maeve échange depuis un moment avec le guerrier par l'intermédiaire de sa fille. Puisque j'en suis venu à Maeve, arrêtons-nous sur son cas pendant quelques instants, et il y a notamment deux moments très forts qui la concernent dans cet épisode. Bien sûr, il y a sa réponse finale à Akecheta quand il lui dit soit de les rejoindre si elle le peut, soit de mourir de belle façon, et qu'elle lui donne la phrase de Kohana en réponse « Emporte mon cœur avec toi ». En disant cela, Maeve rend hommage à l'histoire d'Akecheta.
Elle lui témoigne toute l'affection qu'elle éprouve en découvrant enfin que celui qui hantait ses cauchemars est en réalité à l'origine de son éveil, et par ailleurs, elle souligne encore une fois que sa fille est tout pour elle est comme son cœur qu'Akecheta emporte. Et oui, j'ai bien dit qu'Akecheta était à l'origine de l'éveil de Maeve, puisqu'on découvre enfin dans cet épisode ce qui explique la présence du symbole du labyrinthe tracé dans le sol à l'extérieur de la petite maison qu'elle partageait avec sa fille. En effet, entre le choc de la mort de sa fille, dont elle porte le corps dans ses bras alors qu'elle va s'effondrer au milieu de ce symbole, on découvre les bases qui ont permis son éveil lorsqu'elle reprend conscience au sein de la Mesa. Le second moment fort, c'est bien sûr la prise de conscience de Lee Sizemore. En effet, c'est alors qu'il se rend compte qu'il va peut-être perdre pour de bon Maeve, qu'il se rend compte qu'il est très attaché à elle, et voire même qu'il en est peut-être amoureux. Sizemore saisit la main de Maeve et lui dit qu'elle mérite de retrouver sa fille, de lui apprendre à aimer, à être joyeuse et fière. Il ne serait pas si étonnant quand on y réfléchit que Lee soit amoureux de Maeve. En effet, il faut se souvenir déjà de sa réaction en voyant Hector et Maeve se tenir la main. Il s'était agacé car Hector était supposé avoir un amour perdu, mais voilà, Hector ne choisit pas de qui il tombe amoureux, ce qui semble annonciateur du destin de Sizemore. On se souvient qu'en creusant un peu, Maeve avait compris que Lee s'était en réalité projeté dans Hector, qui était tout ce qu'il rêvait d'être, et qu'il y avait mis aussi ce chagrin d'amour qui peut expliquer une partie du cynisme du personnage. Au fil du voyage, notamment à Shogun World, Lee a appris à découvrir Maeve, et les regards d'admiration qu'il lui lance au fur et à mesure ne semblent pas mentir. Certes, il a fini par la trahir, mais c'est justement en manquant de la voir disparaître pour de bon qu'il se retrouve confronté à la réalité de ses sentiments. Même s'il ne s'agit peut-être pas d'amour, c'est au moins un grand respect et de l'admiration pour sa détermination à tout donner par amour pour sa fille. Mais revenons maintenant à Akecheta et à sa rencontre frappante avec Ford. On trouve ici encore une fois une parfaite illustration du rôle divin de Ford, ou en tout cas de son statut de démiurge, une rencontre qui renforce sa conviction qu'il lui faut perpétuer l'œuvre du véritable créateur visionnaire qu'était Arnold. En effet, il dit à Akecheta « Je t'ai conçu pour être curieux, pour voir ce monde vide de sens et pour lui en rêver un nouveau ». Robert Ford voit en Akecheta une forme de merveille, une fleur qui a su grandir dans l'ombre et qui mérite enfin sa part de soleil. Comme on le comprend alors, Ford décide qu'après sa propre mort de la main de Dolores, tout du moins celle de son corps physique, Akecheta sera celui qui saura guider son peuple vers un nouveau monde. Je vais maintenant vous parler de Deathbringer alias Dolores, du symbolisme animal de l'épisode, de la mystérieuse machine découverte par Akecheta, ou encore du monde nouveau, mais attention, je tiens à vous prévenir, si vous faites partie de celles et ceux qui préfèrent se garder quelques surprises pour la fin de saison, il se pourrait que j'entre maintenant dans des spéculations qui ont de très bonnes chances de se réaliser, du coup vous pourriez éventuellement, si donc vous êtes dans ce cas, revenir après la fin de la saison. Si vous aviez le moindre doute quand Ford ou Akecheta évoquent Deathbringer, il s'agit bien de Dolores, celle qui apporte la mort. Akecheta craint qu'elle ne les détruise tous, et après tout, comment lui en vouloir après les 2 scènes de massacre qu'il est venu parcourir, et dans lesquelles Dolores était partie prenante pour le premier et instigatrice pour le second. Quel sens peut-on donner aux animaux vus par Akecheta et William? Tout d'abord, il y a le cheval blanc au galop que le guerrier Ghost Nation voit passer avant de découvrir le premier massacre. A priori, ce cheval symbolise Dolores et il renvoie à l'imagerie biblique des cavaliers de l'Apocalypse, dans laquelle la mort chevauche un cheval pâle. Cela fait d'autant moins de doute quand on se souvient du générique de la première saison et de la cavalière au pistolet. Ensuite, il y a le loup qu'aperçoit William quand il se relève d'entre les morts, suite au second massacre. Ce loup représente bien sûr Akecheta. Dès la première saison, je me suis posé des questions sur ce loup, mais cette fois on découvre qu'il n'est pas uniquement une référence au cinéma d'Andrei Tarkovsky, mais bien la représentation d'Akecheta qui correspond parfaitement aux valeurs symboliques associées au loup, telles que la soif de liberté, l'instinct, l'intelligence, mais aussi le sens du groupe et le souci de veiller sur les siens. Évidemment, cela ouvre une grande question, mais pourquoi donc William verrait Akecheta sous la forme d'un loup? Avant d'y répondre, venons-en au vautour que découvre Akecheta au milieu des cadavres. Si le charognard vous dit quelque chose, c'est parce que vous l'avez sans doute aperçu sur les affiches de cette saison 2 de Westworld qui dépeint un vautour robot à côté du chapeau noir de William. Même si on constate plus tard quand Akecheta récupère William blessé que les deux peuvent parfaitement interagir et se voir sous leur forme humaine, le symbolisme animal est un énorme indice pour les révélations de fin de saison. Le vautour est évidemment associé à la mort, il prospère sur les cadavres, un petit peu comme William a pu le faire avec le parc lorsqu'il l'a récupéré alors qu'il était au bord de la faillite. Toutefois, le symbolisme du vautour va plus loin puisque sa fonction de charognard en fait aussi une sorte de magicien du renouveau qui transforme la mort en une nouvelle forme de vie. Voilà qui correspond parfaitement à William avec le projet de Delos consistant à transférer la conscience humaine dans un corps d'androïde. Évidemment, pour que Ford ait pu forcer William à d'abord voir Akecheta sous la forme d'un loup, cela suppose que ce William de la saison 2 est bel et bien un autre, comme je le suppose maintenant depuis plusieurs vidéos. Et je sais que certains d'entre vous seront scandalisés, diront que la série n'a pas le droit de nous refaire le coup, on l'a déjà vu avec Bernard, il faut absolument que William soit un humain, mais permettez-moi de vous expliquer pourquoi je ne partage pas vraiment ce point de vue.
L'un des enjeux centraux de cette série, c'est justement de s'attaquer à cette fameuse singularité, l'apparition de la conscience au cœur de l'intelligence artificielle. On a déjà eu la révélation de Bernard en première saison, c'est vrai, mais dans le cas de William, il s'agit plutôt d'une sorte de purgatoire de voyage initiatique et révélateur de sa grande erreur quand son chagrin d'amour pour Dolores l'avait transformé en monstre cynique réduisant les autres à de simples choses. Et rappelez-vous que Ford a proposé à William une nouvelle quête, un nouveau jeu, qui commence là où William se termine et se termine là où il a commencé. Et lorsque William sera confronté à sa véritable nature actuelle, peut-être qu'il prendra conscience de la vérité profonde des autres, leur humanité à défaut d'un meilleur terme, et sans doute qu'il pourrait être confronté à un choix entre deux mondes, le premier étant représenté par Dolores et l'autre par Akecheta. Revenons à Akecheta, il retrouve Logan par hasard alors qu'il divague à cause de l'insolation et du choc du traitement que William lui a infligé en fin de première saison. Logan évoque la porte de sortir de ce monde factice, évidemment il veut simplement rentrer chez lui, mais cela met Akecheta sur la piste de quelque chose de bien particulier. C'est alors qu'il découvre l'immense et mystérieuse machine, celle que William avait déjà révélée à Dolores dans un accès d'hubris, et qu'il regrette dans ses vieux jours d'avoir créée. Pour rappel, ce projet est nommé Protagoras, du nom de ce philosophe dont on a retenu que l'homme est la mesure de toute chose et qui professait un agnosticisme prudent. Du coup, on peut se demander que ferait une personne doutant de l'existence de Dieu si elle avait à sa disposition la technologie de Delos. Eh bien oui, je pense que cette machine est une sorte de berceau 2.0, en tout cas celui qui est destiné aux humains, une vaste simulation dans laquelle ont été chargés les esprits de on ne sait combien d'êtres humains en l'attente de leur potentiel transfert dans un nouveau corps. Et voilà pourquoi je pense qu'il y a deux mondes nouveaux. Il y a évidemment le monde réel, celui des humains, celui que Dolores voudrait a priori atteindre et à terme contrôler, mais il existe l'autre possibilité d'un monde nouveau pour les autres, puisqu'ils ne sont pas déterminés par leur corps remplaçable, mais uniquement par leur programme. Ils seraient donc libres, conserveraient leurs précieux souvenirs dans cette espèce de simulation. Dit autrement, je pense qu'on a d'un côté Dolores qui voudrait utiliser Protagoras pour permettre aux autres d'accéder au monde humain, peut-être avec un transfert de corps, et que de l'autre, on a Akecheta qui rêve à un paradis des autres, enfin protégé de l'intervention de ceux d'en dessous. Par ailleurs, cette machine explique certainement la véritable motivation de la présence d'Emily, la fille de William. On peut imaginer qu'elle a découvert que son père avait transféré dans cette simulation l'esprit de Juliette, sa femme et donc la mère d'Emily. Par ailleurs, depuis l'erreur de William au sujet de l'amour de sa fille pour les éléphants, elle doit se douter de sa nature véritable. Reste maintenant à découvrir quel camp l'emportera et aussi à quel choix véritable sera confronté William. Et pour ce qui est de Bernard, eh bien l'idée de cette grande simulation pourrait donner quelques pistes d'explication pour les bizarreries de son réveil sur la plage et tout ce qui s'ensuit. D'ailleurs à ce sujet, si vous avez envie de vous amuser à reconstruire la chronologie apparente de Bernard, le site Delos propose un jeu avec des extraits vidéo à replacer dans l'ordre. J'ai accompli la tâche et malheureusement cela n'a rien débloqué, mais bon, on va dire que c'était pour la beauté du geste. Alors bon, vous connaissez les consignes de sécurité de base, le pouce en l'air, l'abonnement à la chaîne, sinon attention aux perturbations. Et pour ce qui est de la suite, eh bien je ne suis pas sûr de réussir à vous sortir une vidéo demain, je vais faire mon maximum. Je sais que j'ai promis une vidéo sur Captain Marvel, elle finira par arriver, c'est sûr, mais peut-être pas demain car pour cette fin de semaine, je serai au Festival d'animation d'Annecy et j'ai quelques préparatifs à terminer, et je pourrai notamment y découvrir Les Indestructibles numéro 2, oui c'est très attendu. Évidemment je reviendrai pour vous avec des tas d'images, mais pour me suivre plus directement dans mes pérégrinations là-bas, vous pouvez me suivre sur Twitter et éventuellement sur Instagram, je mettrai les liens dans la description de la vidéo. Quoi qu'il en soit, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!